Bonjour, nous accueillons aujourd'hui un journaliste, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, député, membre d'un parti qu'il a fondé, la Planète Bleue, parti fondé en quittant le PDC, député sur le canton de Genève et fondateur du Club suisse de la presse. Bonjour Guy Mettan. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de plusieurs sujets, mais on va commencer justement à parler de presse, presse écrite, vous connaissez bien. On annonce encore une crise de la presse en Suisse romande. Quel est votre constat par rapport à ça? Bon, la crise de la presse, elle est aussi vieille presque aussi vieille que le journalisme. En tout cas, que depuis le moment où je suis entré dans ce métier au début des années 80, donc ça fait 42 ans que j'entends parler de crise de la presse. Cela dit, la première crise réellement sérieuse avait eu lieu au début des années 90 avec la crise économique, quand plusieurs journaux bien connus ont disparu. Par exemple, à Genève, La Suisse, le journal La Suisse, le journal de Genève, etc., qui a fusionné avec le Nouveau Quotidien pour devenir le Temps. Donc, je dirais que c'est un vieux marronnier. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, avec l'arrivée d'Internet, cette crise, pardon, s'est accentuée. Elle s'est accentuée à cause de la concurrence des réseaux sociaux. Ça, ma foi, l'évolution technologique, je dirais qu'on n'y peut rien. On essaye de s'adapter. La presse a essayé de le faire. Elle est assez dynamique au niveau des sites Internet, de sa communication via les réseaux sociaux. Mais cette crise a aussi dû, à mes yeux en tout cas, au comportement de la presse elle-même. C'est-à-dire que si vous regardez l'ensemble des médias actuellement, vous constatez qu'ils disent à peu près tous la même chose. Alors, il y a des petites nuances. Le Nouvelliste n'est pas exactement la Tribune de Genève, la Liberté, pas exactement le Temps, on est d'accord. Mais grosso modo, ces journaux disent à peu près tous la même chose. En tout cas, c'est très clair en matière de politique internationale. Donc, on a aussi assisté à une chute de la diversité de la presse. Et ça, c'est aussi un problème Est-ce que qui ne dépend pas d'Internet. Est-ce que c'est le cas? C'est quelque chose qui m'intrigue. Est-ce que c'est le cas aussi en Suisse allemande? La Suisse allemande semble avoir une presse un petit peu plus plurielle. C'est vrai, ce phénomène ou cette crise est, à mon avis, presque plus intense en Suisse romande, aussi parce que le marché est plus petit. Donc, qui dit petit marché dit forcément un peu moins de possibilités. Mais comme je viens de le dire, la volonté d'être diversifié ou d'offrir des points de vue différents ne dépend pas forcément que du marché. C'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi la volonté de vouloir l'être. Or, en Suisse romande, effectivement, on assiste à une espèce de nivellement. Effectivement, si on fait la comparaison avec la Suisse alémanique, on constate qu'il y a un média de gauche, pour rester dans la presse écrite, s'appelle la Wochenzeitung, qui est bien marqué à gauche, c'est tant mieux. Puis vous avez sur la droite, à côté de la NZZ, qui elle est bien marquée à droite, libérale, etc., un hebdomadaire comme la Weltwoche, qui apporte un vrai pluralisme, on peut être d'accord ou pas, ce n'est pas le sujet qui nous occupe, mais qui apporte un vrai pluralisme. Et qui, en plus, dans cette Weltwoche, quand vous la lisez, vous avez des gens de gauche comme Bodenmann, valaisan, hôtelier à Brigue, qui intervient chaque semaine. Donc on voit que si on veut, on pourrait. Et cette volonté-là me semble un peu faire défaut chez nous. Est-ce que, parce qu'il y a plusieurs initiatives, on va dire, en ligne sur Internet de médias de droite, Liberté à Neuchâtel, les observateurs éventuellement, je ne sais pas où ils en sont, le blog de Slobodan Despot, Antipresse. Il y a Absolument. énormément de choses dans tous les coins qui Oui. sont un petit peu confidentielles. Est-ce qu'il ne faudrait pas regrouper et faire quelque chose peut-être de Ouais. plus signifiant à droite? Ce serait le rêve de beaucoup d'essayer de réunir toutes ces forces un peu éparses pour faire quelque chose qui pèse, on va dire, sur la scène culturelle, politique, sociale, etc. C'est vrai que c'est très difficile parce que les moyens sont quand même limités. Et puis, ces sites dont vous parlez, par exemple, l'antipresse de Slobodan Despot, qui est de grande qualité, hein, mais ça dépend aussi de la volonté, puis surtout de la dynamique d'un individu. Donc, vous le coupez de cette source-là, et puis vous l'affadissez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué de vouloir. Moi, j'ai déjà assisté à une douzaine de discussions pour essayer justement de rassembler des forces. Puis chaque fois, on bute sur le même problème.
Mais je dirais heureusement, au moins, cette diversité-là existe. En dessous, on va dire, de la presse officielle, de la presse papier officielle. Ça, cette vitalité-là, vous avez des sites comme Arrêt sur Info, comme Bon pour la tête, auquel je collabore d'ailleurs. C'est pour leur faire un peu de pub, si vous permettez. Mais vous voyez, cette diversité-là, elle existe sur les réseaux sociaux et c'est tant mieux. Ce que je déplore personnellement, c'est qu'au niveau de print, comme on dit dans le jargon, de l'impression papier, des quotidiens, eh bien là, cette diversité a disparu. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi un problème. C'est un problème. Mais je ne ferai pas Est-ce un qu'on a effort de vouloir artificiellement, absolument fédéré? fédérer, Ouais. fusionner tout ça, parce qu'après, j'ai peur que ça finisse dans une espèce de bouillie, puis qu'on y perde au bout du compte. Ouais, puis c'est pas forcément les mêmes droites. C'est souvent des choses de droite, mais c'est pas forcément les mêmes. Ce qui m'amène à Oui. réfléchir sur un autre sujet qu'on voulait aborder aussi avec vous, c'est les élections cantonales genevoises, aussi, où on a une droite qui est très éclatée. Ah oui, alors ça, autant la diversité de la presse laisse à désirer, autant la diversité de la droite genevoise, elle est championne hein, dans ce domaine-là. Effectivement, il y a 7 partis. Si on regarde, il y a 7 partis. Il y a le PDC, si on va du centre à la droite, le PDC, l'UDC, le PLR, les Verts libéraux, le MCG, et puis Pierre Maudet. Et vous avez encore le parti de l'ancien conseiller d'État genevois, Luc Bartassa. Donc vous avez 7 partis ou mouvements qui, pour le moment, sont en lice pour les élections, ce qui fait un peu beaucoup pour cette pauvre droite Oui, qui a 3 sièges genevoise, actuellement au et qui a Conseil 3 d'État. sièges au gouvernement. Donc la lutte sera féroce. Pronostic. Ça, à ce stade, c'est très difficile à dire, sinon que forcément le PLR va perdre un peu des plumes, parce que c'est le plus grand parti du Grand Conseil, puis avec la sécession de plusieurs députés qui sont partis chez les Verts libéraux, d'autres avec Pierre Maudet, forcément il y aura une érosion du PLR, mais ce sera probablement pas la catastrophe que certains souhaiteraient. Autrement, je pense que les PDC, UDC vont rester parce qu'on voit qu'ils ont des électorats assez stables. Ce sera, à mon avis, plus difficile pour le MCG parce que cette espèce de jeu de chaise musicale avec le chirurgien Philippe Morel qui se présente, puis Podiac est candidat sans être candidat, etc. Ça me paraît assez scabreux et voilà. Puis en plus, le chirurgien qui saute comme un cabri d'un parti à l'autre parce qu'il veut être grand leader des Genevois. Oui, qui était à la base. Qui était, je ne sais pas si ça va être très convaincant. Pierre Maudet, à titre personnel, c'est vrai qu'il a des chances. Son mouvement, je ne suis pas tout à fait sûr non plus qu'il arrive au quorum. Il faut rappeler qu'à Genève, le quorum est très élevé, c'est 7%. Il faut déjà se battre pour arriver à 7%. Donc le MCG, le mouvement de Pierre Maudet, plus les Verts libéraux, devront maintenir ou arriver aux 7%. Ça met la barre assez haut. Ouais. On Donc il y aura des victimes. On a une conseillère d'État dans le canton de Vaud, Valérie Ditli, qui siège au Conseil d'État sans avoir de groupe au Grand Conseil. Oui, mais il y avait une unité. Il y avait une union de la droite, de l'UDC, PLR, enfin au PDC, mais ça n'est absolument pas le cas à Genève. S'il y avait une telle union, ce qui avait d'ailleurs été suggéré, là, ce serait autre chose. La dynamique serait différente, mais ça n'est absolument pas le cas pour les prochaines élections. Non, les Genevois ne sont pas inspirés par les Vaudois. Non, manifestement pas. On parle encore de politique avec les fédérales l'année prochaine aussi, octobre-novembre 2023. Quels sont les enjeux, selon vous, pour ces fédérales, au-delà des résultats des partis qui sont déjà... Oui, à ce stade, c'est difficile de prononcer sur les partis. On voit un peu les tendances d'après les sondages, mais bon, c'est que des indications. On a encore une année, c'est encore un peu tôt, alors on verra. Mais en revanche, je pense qu'il y a des enjeux importants qui vont, à mon avis, arriver sur la table. C'est toutes les suites du Covid et de ce qui se passe maintenant en Ukraine. Par exemple, les atteintes à la neutralité. Je suis quand même sidéré de voir que dans ce pays, après 200 ans de défense de la neutralité, on ait bradé cette neutralité en 48 heures. Ce qui est une neutralité qui fait quand même partie de notre ADN. Donc ça, je pense que ça va être un thème. Il y a le thème des libertés qui a quand même été écorné
pendant la crise du Covid. Alors, on peut penser ce qu'on veut, on a essayé de gérer tant bien que mal, etc. Mais il faut quand même noter que pendant 2 ans, l'exercice de nos libertés a été sérieusement ébranlé. La liberté du commerce, la liberté de culte, la liberté de réunion, tout ça. Et au fond, on a noyé ça sous le tapis, on a imposé des normes, etc., au nom du vaccin, enfin, etc. Enfin, ok, mais on n'a pas débattu. Ça, à mon avis, On c'est n'a pas quelque fait chose. encore le bilan de On tout n'a ça. pas fait le bilan. On voit maintenant des choses ressortir aux Ouais. États-Unis qu'on a voulu noyer, qu'on a On a vu voulu mettre aussi sous le tapis. le taux de décès 2022 Le taux de qui a décès beaucoup alarmant de augmenté. surmortalité Ouais, inexplicable, parce ouais. qu'on pouvait expliquer quand il y avait le Covid, on pouvait dire c'est la faute du Covid. Mais maintenant qu'on a des vaccins, en veux-tu, en voilà, ça continue, donc on a un problème. Donc on voit tout ça pourra revenir sur la scène. À mon avis, le thème des libertés, la préservation de la démocratie directe, de la neutralité, et puis avec ce qui va avec l'Ukraine, quatrième chose, c'est naturellement l'inflation et le coût de la vie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Ça va devenir préoccupant. Maintenant, bon, en Suisse, on est encore un peu privilégié, parce que grâce au taux de change, on peut amortir au fond la progression des coûts, en tout cas en maîtrisant le prix des importations. Mais on ne sait pas si ça va durer, parce qu'on voit que nos voisins européens, eux, ils sont en plein dans le maelstrom, et puis que ça ne va pas s'arrêter avec l'hiver qui vient, le gonflement du prix des matières premières, puisqu'ils ne veulent plus acheter du pétrole bon marché ou du gaz bon marché aux Russes, mais qu'ils l'achètent à prix d'or aux Américains. Tout ça va devoir se payer. Ces livraisons d'armes qu'on fournit à l'Ukraine, c'est sur nos impôts, il va falloir que quelqu'un paye. Ça, à mon avis, ça risque d'être une thématique l'année prochaine. L'année prochaine, on risque aussi de voir en Europe, on le sent déjà, des peuples européens qui commencent à être très agacés. Ben, ils sont évidemment, si vous êtes un ouvrier allemand puis que vous voyez votre usine de papier WC qui ferme parce que l'entrepreneur ne peut plus payer l'électricité et le gaz, ça commence peut-être à poser des problèmes. Et ça, c'est juste un petit exemple. Mais dans l'industrie automobile, partout ailleurs, ou surtout l'industrie chimique, pharmaceutique, un des points forts de l'Allemagne, ben, quand vous devez payer votre électricité 3 fois le prix, à cause du gaz, je parle de là, à cause du prix du gaz qui a été multiplié par 4 ou 5 en quelques mois, alors même qu'on pourrait avoir du gaz toujours bon marché. Il suffit d'ouvrir le robinet du tuyau de Nord Stream qui existe encore. Hein. Donc là, ces questions-là, à mon avis, deviendront, je ne sais pas si elles deviendront prépondérantes, en tout cas, elles feront partie des thématiques qui seront abordées l'année prochaine. Vous connaissez bien l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique, de l'Ukraine aussi. Vous avez fait de nombreux voyages là-bas. Votre pronostic sur la suite des événements Vous là-bas? savez, effectivement, depuis 20 ans que je fréquente ces pays, je peux dire que je les connais relativement bien. Pas prétendre tout connaître, mais je connais relativement bien. Pour ce que je peux en savoir, je pense que c'est une erreur de se dire, en tout cas aujourd'hui, la Russie a perdu, Poutine est foutu, il va être balayé dans quelques mois, etc. Je pense que ça, c'est des illusions absolument grossières. Ça ne se passera pas comme ça. Pour une raison très simple, si vous regardez l'histoire de la Russie, elle a été envahie une dizaine de fois par les chevaliers teutoniques, 2 fois par les Polonais en Les 1600. Tatars d'abord. Les Tatars. Ensuite, ouais, chevaliers teutoniques, Tatars. 2 fois les Polonais en 1610 et en 1919. 2 fois les Allemands, en 1914 et en 1941. Une fois les Français, avec Napoléon en 1812. Une fois les Suédois, on est à une dizaine d'invasions. Chaque fois, ils ont perdu. Il a fallu que Moscou brûle. Ils ont même mis le feu à Moscou. Napoléon était là. Et puis, Napoléon attendait que les Russes se rendent dans Moscou. Ils ne sont pas rendus. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en Ukraine. Mais moi, j'ai la conviction que les Russes, ils perdent dans un premier temps. Puis quand ils ont reçu une bonne raclée, ils se réveillent. Oui, parce Et puis on les retrouve à Paris ou à ils ne sont Berlin jamais gênés non plus 2 ans d'envahir leurs après. voisins aussi. Pardon? Ils ne sont jamais gênés d'envahir leurs voisins. Alors oui, j'apporterai une petite nuance. Ils ont grignoté leur voisinage proche, Ouais, mais ils n'ont jamais envahi l'Afrique, ils n'ont jamais colonisé c'est vrai. l'Afrique,
Ils n'ont jamais envahi l'Amérique latine comme les Américains et les Européens. Ils n'ont jamais envahi l'Asie. Alors, il y a eu l'Afghanistan, c'est vrai. Mais c'était aussi à l'appel du gouvernement afghan de l'époque. Alors après, on peut toujours financer, mais enfin, mais c'était toujours aussi dans le voisinage proche. Donc, étant donné toutes ces invasions, ils sont aussi menacés, ce qui fait que ça les pousse parfois à intervenir en Afghanistan, comme aujourd'hui en Ukraine, pour au fond se protéger eux-mêmes quand il y a d'autres puissances qui essayent de les grignoter ou qui les menacent de trop près. C'est comme ça qu'il faut analyser cette guerre d'Ukraine. Si l'OTAN n'avait pas avancé, si l'OTAN n'avait pas dit aux Ukrainiens, vous allez devenir membre de notre alliance, donc on va installer des bases militaires, des missiles nucléaires dans votre pays directement sous le nez de Moscou, il n'y aurait jamais eu d'intervention russe. Or, nous, on dit non, non, on protège nos valeurs, les Russes sont les... Oui, moi, je condamne cette invasion parce que je condamne toutes les guerres et celle-là autant que les autres, autant que celle des Américains en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, juste pour citer quelques-unes au hasard. Donc, je condamne celle-là. Mais il faut aussi voir le contexte. Puis je rappelle que la Russie est un pays européen. C'est une culture européenne, une civilisation européenne, un pays européen. Que l'Europe réinstalle un rideau de fer au milieu du continent, parce que cette fois, c'est plus l'Union soviétique ou les Russes qui construisent le rideau de fer, c'est nous qui le faisons. C'est complètement inversé. Mais 1500 Donc km ça plus va loin. poser des Ouais, problèmes aussi. ouais. Et puis, il est pas... là, on voit il s'était ouvert d'un coup, ce rideau. D'un C'était coup, ouvert entre d'un coup et se 89 referme d'un coup. 92, et il se referme aussi D'un coup. rapidement. Et cette fois, de notre fait, je rappelle que, juste un petit truc, de la semaine passée, Poutine a dit, vous êtes bienvenus chez nous pour les visas. Il n'y a plus de problème de visa, vous pouvez venir quand vous voulez, alors que c'est nous qui interdisons aux Russes de venir chez nous. C'est nous qui nous fermons, si on regarde objectivement. Enfin, c'est invraisemblable. De l'Europe qui se prétend ouverte sur le monde, tolérante, etc. C'est le contraire. On annihile nos propres valeurs en faisant ça, tout en faisant semblant de rien, en fermant les yeux de façon très hypocrite. Et ça, le reste du monde, je reviens du Vietnam, le reste du monde le voit. Nous, on ne le voit pas parce qu'on est pris dans notre petit égo, notre nombrilisme européen, mais les autres pays le voient. En Afrique, ça se voit. Au Vietnam, en Asie du Sud-Est, partout, ça se voit. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces pays ne s'associent pas aux sanctions occidentales contre la Russie. C'est la meilleure preuve. C'est pas dire qu'ils approuvent ce que fait la Russie, mais ils ne s'associent pas Ça aussi pas, au ouais. On a vu boycott les occidental. deux grands ennemis qui sont la Chine et l'Inde, qui ne sont pas... Deux grands ennemis qui ne s'aiment pas trop, ils collaborent les deux avec les Russes. Ça devrait nous poser des questions quand même. Alors que l'Inde est toujours dans le Commonwealth. Absolument, en Ouais, plus. c'est étonnant. On va changer complètement de sujet pour terminer Ouais. cette émission. On pourrait parler, je pense, pendant des heures de la géopolitique, puis de l'avenir de notre planète. Mais actualité littéraire. Ah, C'est bonne ça qui question. m'intéresse. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous présentiez deux livres, Valais, la République des glaciers, Sur le Valais, sur le Valais, Et- et puis un livre d'une grande marche que vous avez voilà, faite. le monde à 2000 mètres, puisque j'avais fait le tour du Valais à pied en 55 jours de marche et en 1100 kilomètres. Voilà. Oui, je les sens encore dans les jambes, ces kilomètres. Vous avez continué à marcher. Alors. J'ai continué à marcher. L'année passée, j'ai fait le tour de la Suisse romande. C'était plus court. Hein. Ça a l'air plus long sur la carte, c'est plus court dans la réalité, puis ça monte moins. Hein. Ouais. C'est plus facile ça que le Tour du Valais au sommet des Crêtes. Ah, c'est plus facile, ouais. Donc là, je vais raconter, effectivement, ça m'a pris une quarantaine de jours. Et puis, j'ai fait le tour des 45 communes genevoises à pied, 200 km. Je vais rajouter ça pour faire un petit livre l'année prochaine qui raconte ce périple, non plus valaisan, mais roman. Mais je suis quand même parti du Valais, je suis parti de Saint-Maurice. Hein. C'est bien. En parlant du Valais, il y avait aussi un projet de livre la dernière fois qu'on s'est rencontrés sur les gardes-chasse en Valais. Alors ça, ouais, vous anticipez. Ça, c'est la vision prospective du PDC valaisan. Ouais, tout à C'est un fait. sujet qui Absolument. est bien dans notre partie. On parle beaucoup de chasse, de loups. On parle beaucoup de Je choses. sais, oui, absolument. Effectivement, donc j'ai fait l'année passée ce tour de Suisse romande, puis sera publié l'année prochaine. Et effectivement, cette année, je travaille avec les gardes-chasse valaisans. Monsieur Favre a donné son OK pour que je fasse ce travail. Et puis, l'idée, c'est de les accompagner dans leur activité, au fond, dans leur job, pour observer les animaux, les compter. Après, il y a la
la chasse, enfin tout ça. Donc ça fait depuis le mois de fin mars, début avril, que régulièrement, j'ai fait une trentaine de jours en compagnie on va dire, ouais, presque une dizaine de gardes-chasse du Bas-Valais pour le moment. Justement, voilà, on part le matin à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Enfin, Magnifique. Vous faites super. tous les districts du Valais? Non, enfin, c'est ceux qui veulent, parce qu'on a pas imposé à quelqu'un qui ne voudrait pas. Donc, j'en ai vu 9, je crois, jusqu'à maintenant, enfin, pour différents comptages, pour différentes vallées. Enfin, bref. Et je dois dire que c'est passionnant. Enfin, moi, j'adore faire ça. Parce que c'est le Valais, c'est magnifique. Vous êtes à 6h30 le matin, quand vous avez le soleil qui se lève sur les montagnes, puis que vous avez un cerf qui brame dans un coin, un troupeau de bouquetins dans l'autre. C'est fantastique. Et puis parce que j'aime bien ces gens, ces gardes-chasse, je dois dire, très différents, caractères très différents les uns des autres, des parcours aussi de vie différents, mais sympathiques. Pas toujours des grands causeurs, mais ça fait partie du job. Hein. Et je dois dire que j'adore faire ça. Et puis en plus, bon, il y a toutes ces problématiques, par exemple celle du loup, celle donc de l'agriculture de montagne, puisque forcément ça affecte l'élevage des moutons et même des vaches, puisque le loup attaque parfois des veaux, etc. Donc, il y a toute cette interaction aussi avec les écologistes, qui ont une autre vision on va dire, de la montagne et de la faune. Donc, c'est en fait un thème très riche, très riche. Vous avez trouvé le politique là-dedans. Mais j'ai été accompagné des chasseurs. Je me suis dit, il ne faut pas voir que les gardes-faune, c'est voir un peu l'autre côté. Puis effectivement, je découvre un monde, je dois dire, sympathique. C'est pas les tueurs qu'on décrit parfois dans la presse citadine, comme je peux la lire parfois à Genève. C'est des gens que je trouve très... enfin, ceux que j'ai rencontrés, peut-être qu'il y en a, mais moi, ceux que j'ai rencontrés, assez attachants, qui ont aussi cette culture du terroir que je trouve assez riche personnellement. Donc, pour moi, D'ailleurs, je remonte la semaine prochaine. Là, il y a le Rude du Chamois qui commence. Je me réjouis de revenir là la semaine prochaine. Formidable. On vous invitera pour parler de ce livre. Ah, mais volontiers. Ça, c'est plutôt 2024. 2024. Oui, parce que l'idée, c'était de faire ça pendant une année. Oui. Parce que le job des gardes-faunes change en fonction des saisons. Pas la même chose en été qu'en hiver, etc. Donc, l'idée, c'était de faire un cycle annuel avec eux pour voir un peu les différentes facettes selon les saisons. Donc, j'en ai jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Puis après, il faudra se mettre au boulot et taper. Rédiger tout ça. Puis enrichir. Enfin, on verra ça aussi avec le service. On va avoir des données, voilà, la documentation, etc. On se réjouit. Guy Mettan, merci de la visite. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt, ouais.